pense que le produit de station de ski, effectivement, chez nous, il était très orienté ski tout le Bien temps. sûr. Mais là, on se rend compte qu'en fait, on a aussi des paysages extraordinaires. Et on a encore un potentiel énormissime. Et qui dit réchauffement, on dit de plus en plus de gens aiment bien prendre un peu d'altitude l'été, venir un peu au frais. Et je discute avec un commerçant là-bas. Et il m'explique en fait que Whistler, déjà à l'époque, il faisait plus de chiffre d'affaires l'été que l'hiver. Incroyable. En plus avec l'avènement des vélos électriques, là, c'est un développement pharaonique, quoi. Donc on a beaucoup de choses à faire encore. Je vais les voir, j'essaie de leur présenter mon projet avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Et là on me répond « Oh non, mais moi je m'en fous de ton projet, tu fais ce que tu veux, tu peux faire une résidence principale, une piscine, une mare, un jardin, ça m'est complètement égal. Moi je veux vendre mon chalet, moi je veux une place de parc, moi je veux ci, moi je veux ça. » Au final ça m'a coûté 100 000 francs. Ouais, c'est aberrant. 100 000 c'est francs incroyable. pour lever ces 5 oppositions de pure chicane, de mauvaise foi. Et ça c'est quand même dur. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, parce que j'accueille mon mentor, Jean Follonier. C'est lui qui m'a donné ma chance dans l'immobilier. C'est avec lui que j'ai tout commencé, il m'a tout appris. Hello Jean. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. Merci à toi surtout. Au début, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter un petit peu ce que tu as fait et puis ou ce que tu fais. Et puis ensuite, on parlera un petit peu plus aujourd'hui, un petit peu marché résidence secondaire et puis tous les projets que tu fais aussi, promotion immobilière, etc. Avec un très grand plaisir, mon cher. Donc, je m'appelle Jean Follonier. J'ai fait mes études, donc j'ai commencé par le lycée Collège des Creusets à Sion, suite à quoi j'ai fait HEC Lausanne, après quoi je suis parti pour faire l'anglais en Australie pendant une année, un peu plus d'une année, une année et demie. Et à ma rentrée d'Australie, j'ai cherché un job, et j'ai une petite anecdote assez sympa, parce que le même jour, j'ai reçu 2 offres d'emploi. Donc, une première d'Orange Communication qui démarrait son activité à Gratapaille à Lausanne. Ils étaient 3 employés. Et Incroyable. un autre courrier d'une multinationale, Philip Morris, qui m'offrait un job temporaire dans les ressources humaines. À savoir que c'est pas du tout l'orientation que je souhaitais. Mais je me suis dit, tiens, bon, c'était un petit peu difficile comme choix parce que je me suis dit, Orange, ils commencent, ils sont 3, il y a un gros potentiel d'aller très vite. D'un autre côté, ce qui m'intéressait, moi, c'était un peu les voyages. Et le côté multinational, ça me faisait un petit peu rêver. Et c'est vrai que Philip Morris, Philip Morris vend un produit un petit peu discutable. Mais je savais qu'ils offraient des possibilités très intéressantes au niveau professionnel. Donc je me suis dit, je vais entrer par cette voie-là, donc par ce job temporaire au sein des ressources humaines. Et je me suis dit, le fait de travailler dans les ressources humaines, j'aurai une bonne vue de ce qui se passe dans la société. Et ça me permettra peut-être de trouver le job qu'il me faut. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'après quelques semaines au sein des ressources humaines, je voyais qu'il y avait cette société qui s'appelait Philip Morris World Trade SARL, qui était en constitution. Donc, c'était une petite société de 150 employés dans la multinationale. Et l'objectif de cette société, c'était de gérer tout le business hors taxe pour toute la planète, en fait. Et puis, je voyais qu'il y avait ce département marketing de cette société en train de se constituer. Et j'ai pu avoir le nom du futur directeur du département marketing que j'ai appelé immédiatement pour dire que, voilà, pour faire part de mon intérêt à joindre ce département. Et là, on voit que ça, c'est une boîte américaine et ça, c'est fantastique parce que le gars, il s'appelait Peter Smith. Il me dit, c'est un bon américain, mais très, très sympa. Et je l'ai appelé, c'était un vendredi soir. Il me dit, tu fais quoi demain ? Je dis, rien. Alors, viens me voir, je serai au bureau demain. Donc, je suis passé le samedi. Et le samedi, il me dit, on discute un petit moment. Je lui fais part un peu de mes envies. Et là, il me dit, lundi matin, 8h. Et là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je me dis, mais puis par rapport à mon chef, comment ça va se passer ? Il me dit, ah non, t'inquiète pas, je vais tout gérer. Et j'ai commencé le lundi matin, 8h. Énorme. Donc, ouais. En fait, t'as pas bossé longtemps en ressources humaines.
Ah bah non, j'ai fait, je pense, 2 à 3 mois au maximum. C'était assez. Ouais. Mais la stratégie avait fonctionné, donc ça m'a permis de trouver le job qui m'allait bien. Et puis alors après, franchement, voilà, bah c'est clair que moi je suis non-fumeur. Le produit, voilà, il est ce qu'il est. Donc, mais je crache pas dans la soupe parce que l'employeur a été fantastique. Et j'ai vécu des expériences incroyables. J'ai pu changer, je suis resté dans cette société 6, 7 ans à peu près. Et j'ai changé 6 fois de position. J'ai pu voyager, mais tout ce qu'on peut voyager. Donc, on était une semaine sur 2 à l'étranger. J'ai vu beaucoup de pays, beaucoup de villes. J'ai rencontré plein de gens très intéressants. C'était une expérience inoubliable. Mais c'est vrai qu'après 6, 7 ans d'activité, 1 année et demie d'expatriation en Tunisie. Donc, j'étais basé à Tunis, mais je gérais les pays d'Afrique de l'Ouest et subsaharien. Donc Sénégal, Togo, Bénin, Cameroun, Congo, Nigeria, un peu l'Afrique du Sud aussi. Et tous les voyages, ça devenait un petit peu pénible parce qu'en fait, je m'occupais pas de l'Afrique du Nord à l'époque, mais je faisais toujours des voyages Tunis-Paris, Paris-Abidjan, Abidjan-Paris, Paris-Tunis. Ouais. Et un jour, je dis à mon chef, je dis, mais mettez-moi à Paris, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et puis, bon, il voulait à tout prix qu'on ait ce bureau en Tunisie. Donc je suis resté là. Après, quand on a fermé ce bureau, j'ai pris des nouvelles responsabilités sur l'Europe de l'Est, la Suisse aussi. Et j'ai fait encore quelques semaines, puis bon, j'avais fait un peu le tour de la question. Puis c'est vrai que toute mon expérience dans les pays d'Afrique de l'Ouest m'a un petit peu secoué sur le plan émotionnel, parce que bon, alors je représentais une boîte américaine qui vendait des cigarettes. Bon, on s'adressait quand même à une clientèle éduquée, c'est-à-dire que mes clients à moi, c'est de business hors taxe. Là, on parle des ambassades, des bases militaires, des bateaux Ouais. commerciaux. On n'est pas en train de vendre des cigarettes à des petits-enfants dans la rue. Voilà. Ouais. Mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup voyagé dans ces pays. Puis quand tu vois la misère du monde, tu dis, moi, étant non-fumeur, le produit ne me correspondait pas. Et j'avais demandé une fois à mon employeur, qui était. Il faut savoir que Philip Morris, c'est une multinationale énorme, hein, de 150 000 employés, certainement aujourd'hui un peu plus. La holding s'appelle Altria. Elle était propriétaire aussi de Kraft Jacob Suchard, qui est un peu le pendant de Nestlé. Et j'avais demandé pour bouger dans la partie food. Et puis, en fait, ce move, il n'était pas tellement populaire à l'époque. Enfin, ils aimaient pas trop ça, donc moi j'ai décidé de quitter tout simplement Ok. pour partir vers de nouvelles aventures que tu connais aujourd'hui. L'immobilier. Voilà. On en revient toujours à l'immobilier. Bah voilà. Et du coup, comment est-ce que tu es passé de ça à vouloir passer aussi dans le département food? Comment t'es passé de ça à l'immobilier? Alors Ça n'a rien à écoute, voir quand avec j'avais Philip fait Morris. le... Non, En bah Afrique, en ça n'a plus, absolument rien à voir, mais si tu veux, je sais pas si ça vient de mon père, si c'est dans les gènes ou comment l'expliquer, mais j'ai tout le temps eu la fibre entrepreneuriale. Ça, j'ai toujours su, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours voulu faire tout par moi-même. Quand il fallait faire les devoirs petits, je me rappelle que maman voulait venir m'aider à faire les devoirs, je disais toujours non, je me débrouille, je voulais toujours faire tout seul. Donc j'ai tout le temps eu ce tempérament d'entrepreneur. Et en fait, si j'avais pu refaire des études, j'aurais certainement fait des études d'architecture. Parce que l'immobilier, ça m'a toujours attiré. J'ai toujours adoré visiter des constructions, des bâtiments, des maisons, voilà, tout ce qui peut se construire. Et puis là, quand j'avais fait le tour de la question de la multinationale, il faut aussi dire que ces voyages, c'est bien, mais quand c'est tout le temps. Et moi, en tant que bon valaisan, évidemment, ben, je voyageais la semaine, j'étais ou au Caire ou ailleurs, Singapour, tu rentres le week-end, tu fais ta valise et tu viens en Valais voir tes copains, un peu faire la fête, skier. Et ben, c'était un petit peu fatigant au bout d'un moment. Au bout de 7 ans, j'étais claqué. Mais puis du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai oublié quand même une petite étape parce qu'un milieu qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était le tourisme. Ouais. L'industrie touristique. Et puis, j'ai profité pour faire un petit EMBA. Pourquoi? Parce que le mentor de ce programme, c'était mon prof préféré à l'université à Lausanne. Il s'appelait Peter Keller, qui était le ministre en fait suisse du tourisme. Un gars passionnant. Okay. Franchement, j'ai adoré. Puis quand j'ai vu qu'il avait mis en place ce programme, j'ai décidé de faire ce EMBA, qui était un partenariat entre HEC Lausanne et IUKB à Bramois, qui est un institut privé, universitaire privée. J'ai fini cette formation et après je me suis dit non mais j'ai jamais bossé dans le tourisme.
Voilà, c'est intéressant comme domaine, mais c'est 20 heures de boulot par jour, 7 sur 7, aucune reconnaissance de tes pairs. C'est très compliqué comme job. Et là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais Alors, c'est au détour d'un apéro avec 2-3 personnes. On commence à parler d'immobilier. Et on se dit, c'est fou tout ce qui se passe quand même dans ces stations, comme ça boum et tout ça. Pourquoi on n'en serait pas une agence immobilière? Et du soir au matin, ça s'est fait très rapidement. Et j'ai créé la société. Et j'avais un de mes cousins qui avait un bureau d'assurance. Puis j'avais besoin d'un endroit quand même pour me poser. Et puis j'ai été le voir. Puis je lui ai dit, écoute, est-ce que ça serait possible de sous-louer un petit coin de ton bureau? Puis littéralement, c'est ce que j'ai fait. J'ai sous-loué un petit coin de son bureau. J'ai pris mon petit bureau Ikea que j'avais à la maison. Et puis j'avais un petit ordinateur. Puis je me suis assis là. Je me suis dit, bon, ben, je commence dans l'immobilier. Zéro objet à vendre, absolument aucune connaissance. Mais pignon sur rue quand même. Mais pignon sur rue. Alors, un emplacement qu'on a toujours aujourd'hui, qui est génial, en plein centre de station, très passant. Excellent. Mais du coup, là aussi, une petite anecdote qui est assez sympa parce que un client de mon cousin, un client de l'assurance en question, il rentre dans le bureau, puis il dit à mon cousin, salut, dans 2 semaines, je pars définitivement en Thaïlande. Il faut boucler tous mes dossiers, toutes mes assurances. Et il faut à tout prix que je vende mon appartement qui se trouvait être l'attique en dessus de notre bureau. Et puis, donc là, du coup, mon cousin assureur se tourne vers moi. Il me présente à son client. Il dit, bah écoute, là, il y a mon cousin qui se démarre dans l'immobilier. Si tu veux, il s'en occupe. Et le gars, il se tourne vers moi, puis il me dit, voulez-vous en occuper? Je dis, bah avec plaisir. Bon, il faudra être bon, hein, parce que dans 2 semaines, je suis loin, il faut me vendre cet appartement. Je dis, ok, pas de souci, je peux venir visiter maintenant. On monte, je fais 2-3 photos. Je fais un super PowerPoint méga design que j'imprime, que je colle dans la vitrine du bureau. Et moi, je l'ai vu, il est vraiment design. Hein. Ah, Dieu, je l'ai gardé, parce que c'est un collector, celui-là. Et voilà, c'était un dimanche, mais j'avais rien à foutre. De toute façon, voilà, j'étais célibataire, je m'emmerdais, donc j'étais au bureau. Voilà, c'était ma nouvelle société, donc j'étais tout fou. Et là, passe un Anglais devant le bureau, il voit cette annonce, il regarde dans le bureau, il voit qu'il y a quelqu'un, il pousse la porte, il dit « Hello, is it for sale ?» Je dis Yes, yes ». Puis après, il me dit « Bon, peut-on visiter ?» Je dis « Ouais, on y va. » On monte, on regarde, on visite. Ok, j'achète. J'étais là Are you sure? C'est la vente la plus facile du monde. Ah oui, mais alors première déconvenue quand même. Première vente très facilement réalisée. Et première déconvenue, parce que j'appelle le propriétaire, je lui dis écoute, j'ai une super nouvelle. Je suis trop bon. Tu m'as donné le mandat il y a 3 jours, tu voulais que je vende rapidement. Il est vendu ton appart. Et là je dis bah alors comment on fait pour la commission? Il me dit quoi, quelle commission? Je dis, bah commission de vente. Il me dit mais je vais quand même pas te payer, t'as bossé 3 jours. Et là, je lui ai dit, mais tu rigoles, quoi. Je lui ai dit, tu sais pas que tu dois me payer ou pas, tu dois me donner un bonus. Je voulais que je vende rapidement. Je l'ai vendu en 4 jours. Je peux rien faire de mieux. Et puis là, on se met quand même d'accord sur un montant. Ouais, je peux le dire. Hein, normalement, il me devait 30 et quelques mille, 38 000, je crois. Et on s'est mis d'accord sur 25 000. Et moi, c'était déjà complètement inespéré. Pour moi, je ne savais pas ce que c'était, un montant de 25 000. Je dis oui, d'accord, ça m'a financé tous les frais de démarrage, création de la société, location du bureau, j'étais tout fou. Ouais. Et puis voilà, c'était ma première vente qui était quand même un peu symbolique, qui était rigolote. Bon, aujourd'hui, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça fait 17 ans et on en est à peu près à plus de 400 ventes aujourd'hui. Ouais. Donc ça a pas mal évolué. Tout n'était pas aussi simple. Tout n'était pas aussi rapide, effectivement. Mais voilà, c'est toujours la même chose. En business, on dit il y a la chance du débutant. Tu connais ça? Sûr. Ouais. Tu débutes, paf, ça veut dire que c'était ça. C'est un signe. Et d'un autre côté, tu vois, ça c'était en septembre 2006. Et en décembre 2006, premier gros challenge, le canton du Valais décide d'arrêter. Alors déjà, j'avais donné le nom de la société Alp Real Estate. Ce côté un peu anglo-saxon pour attirer la clientèle anglaise. Ouais. Qui était bien présente à l'époque. Était super bien présente. Et puis là, on me dit, je joue ma boîte en septembre 2006. En décembre 2006, on dit, non, on finit, on interdit la vente aux étrangers. Moratoire d'1 année. Je me dis, purée, mais c'est pas possible. Ce business de l'immobilier ne veut pas de moi.
Et en fait, ben voilà, j'ai quand même continué et puis j'ai bien fait parce que Parce que dans la station, elle était pas bonne, la évidemment, Suisse. là, les clients anglais, ils sont un petit peu calmés, hein, ils ne pouvaient plus acheter. C'était en 2007, donc toute l'année 2007, aucune vente à des étrangers. 2008, grosse crise en Angleterre. Donc là, Ouais. ils pouvaient nouveau acheter, mais comme c'était la crise et plus de clients étrangers. Mais Nanda, voilà, c'est quand même une station qui est très suisse, avec 80% de propriétaires de résidences secondaires suisses. Mhm. Et en fait, c'est super. Les clients suisses, ils sont super. Parce que voilà, ils sont peut-être moins, ils investissent peut-être moins d'argent qu'un anglais, ils sont un peu plus regardants, un peu plus prudents. Mais pour une station, c'est très important parce que c'est des gens qui viennent quand même régulièrement, les week-ends, hors saison, l'été. Donc, ce qui fait qu'une station comme Nanda, elle est jamais morte. Il y a toujours une vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et j'ai toujours aimé, moi, utiliser ça. Quand je rencontre un client étranger, je lui dis, mais ici, Nanda, c'est 80% de propriétaires suisses. Et le client étranger, il fait quoi? Il dit, purée, c'est pas possible. Ouais. Ça doit être extraordinaire. Si les Suisses investissent ici, c'est que c'est bien. Ouais, c'est clair. Regarde, quand tu vas à l'étranger, tu vas dans c'est un sûr. resto. Si C'est tu vrai. vois un resto, si tu es à, je sais pas, voilà, disons que tu es à Shanghai, tu rentres dans un restaurant, il n'y a que des Anglais, ou s'il n'y a que des Chinois, bah, tu te dis, ouais, tu as vite fait le choix du restaurant. Ah, c'est clair. Là où les locaux vont, c'est que c'est bon. Donc C'est ici, sûr. ben, pour moi, ça a toujours crédibilisé énormément notre station, le fait d'avoir beaucoup de clients suisses. Mhm. Et quand même, depuis 2000, le début des années 2000, on est passé à Nanda de 12 000 lits à peu près, de 12-15 000 lits à 25 000 lits. Donc, c'était une croissance assez C'est important, assez quand même. impressionnante. Ouais. Ouais, c'est clair. Et de plus en plus de clients avec des gros moyens, des Suisses, hein, beaucoup de Suisses, mais qui veulent être loin voilà, ils veulent pas être à Verbier, ils veulent pas se retrouver à la city et la montagne, ils veulent voir autre chose. Ils veulent quelque chose un peu plus authentique. Ils n'ont pas besoin du bling bling parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont de l'argent. Ils en ont beaucoup. Mhm. Ils sont bien, ils aiment bien être au calme, être discrets. Et on a quand même de plus en plus de ce genre de clients chez nous. D'ailleurs, par rapport à ça, on m'a souvent posé la question 2-3 fois. Est-ce que le Brexit a changé quelque chose pour les stations de ski en Valais, étant donné que c'est réputé, je ne sais pas trop pourquoi, que les Anglais sont partout en Valais dans les stations. Pour Nanda, ça n'a rien changé. Alors pour Nanda en particulier, non. Je dirais que la clientèle anglaise, elle est là, mais ça a toujours été à peu près 5%. C'est pas la clientèle prépondérante. De nouveau, on reste vraiment sur de la clientèle suisse. Ça s'est calmé depuis que la livre aussi a... Ah, Enfin, ça, le franc suisse a évidemment. explosé. Ah, bah, à l'époque, c'était la livre était à 2 francs, ouais, presque 3 francs. Je crois. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est clair. non, ça a complètement changé. Hein. Mais le Brexit, après, les Anglais c'est une mentalité de colonisateur. Donc, c'est des gens, non, mais c'est vrai, c'est des C'est gens vrai. qui voyagent beaucoup, qui n'ont pas peur d'investir à l'étranger, Ouais, c'est vrai. et ça, partout sur la planète, ils sont partout. Quoi. Ils sont partout. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, je pense, par rapport à ça, parce que Verbier, c'est quand même beaucoup plus anglais, lors de, je sais pas, 60%, 60%, ouais, à peu 60% près, ouais. d'anglais. Et je me dis que le Brexit va changer quand même la donne, parce que il va changer la donne pour les permis B, parce que les permis B avant anglais, vous Mhm. acheter n'importe comment, comme un français permis B, Mhm. facilement. Et aujourd'hui, pas. Un Mhm. permis B anglais, c'est comme un permis B Ouais, colombien. bien Et sûr, donc, il ouais. peut C'est plus le deuxième acheter cercle. n'importe quoi. Il peut, mais c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. Donc je me dis à un Anglais qui va bosser dans une ONG à Genève, qui gagne extrêmement bien, et qui se dit je veux une résidence secondaire et j'investis quelques millions à Verbier, aujourd'hui il peut pas. Ouais, Où il doit c'est vrai. habiter. C'est vrai. Après, bon, j'ai pas l'impression non plus que ça va complètement changer l'environnement. Mais forcément, il y aura des petites fluctuations, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. À côté du courtage, donc ça c'est pur courtage, Alpha Estate. Mhm. À côté du courtage, tu as fait des projets. Dans quel genre de projet? J'en ai fait quelques-uns, ça me rajeunit pas tellement. Mais c'est vrai que les années, elles passent tellement vite. Parce qu'en fait, quand tu t'éclates dans ton job, c'est génial comme... Bon, c'est génial, oui et non, parce que ça passe... Le temps passe hyper vite. Mais après, tu dis, merde, j'aimerais bien revenir en arrière quelques années. Non, non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. J'ai toujours adoré mon travail. Je me lève tous les matins avec beaucoup d'enthousiasme. Je me réjouis de partir bosser. Les vacances, ça m'angoisse un peu des fois. Mais bon, il faut bien en prendre de temps en temps.
Ouais, voilà, quoi, je veux dire, on parlait avant de la chance du débutant, il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est les rencontres que tu fais. Et j'ai la chance, par ce métier, d'avoir fait des rencontres absolument incroyables. Des gens Ouais. super avec des... C'est vrai qu'on est un peu privilégié dans ce business-là de la résidence secondaire parce que tu t'adresses souvent à des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont quand même quelques moyens, parce que souvent, c'est pas forcément une résidence secondaire. Des fois, c'est déjà la troisième ou quatrième propriété. Ils ont beaucoup voyagé, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont des fois des parcours de vie exceptionnels, ils ont créé leur boîte, ils ont vendu leur boîte, ils ont fait des trucs à l'étranger. Donc c'est vraiment des belles rencontres. Mhm. Et d'une rencontre à l'autre, ben voilà, des fois tu te retrouves à faire des projets comme j'en ai fait là, j'en ai fait un en Tunisie. Alors je t'ai dit tout à l'heure que j'avais vécu à Tunis une année et demie en tant qu'expat pour Philip Morris. Mais ce projet en Tunisie n'a rien à voir avec mon expérience chez Philip Morris. Alors bien sûr, quand j'y vais, je revois mes anciens collègues, c'est toujours très sympa. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ce projet là-bas? J'ai vendu un projet à Nanda à un franco-suisse. Alors, qui m'a appelé un jour là pour avoir des renseignements sur une parcelle en plein centre de station. Et puis après, il m'a plus donné de nouvelles. Je me suis dit, voilà, encore un Français qui pas sérieux, curieux, etc. Et en Ouais. principe, je ne rappelle jamais personne. Alors, je fais pas partie du tout de ces vendeurs. D'ailleurs, je suis un très mauvais vendeur. Je pense que c'est pas du tout, j'ai pas la fibre du vendeur. Mais je rappelle jamais personne. Et là, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais tiens, lui, il croit qu'il va s'en sortir comme ça. Je vais le rappeler. Puis je rappelle, je dis, Monsieur Rachek, ça, vous m'avez plus donné de nouvelles. Vous vous intéressez toujours à ma parcelle. Ah oui, oui, bien sûr. Alors oui, oui. Non, j'ai oublié de vous rappeler, mais oui, bien entendu. Envoyez-moi tous les documents. Et finalement, on a fini par faire affaire ensemble et on est devenus très, très amis. Quelqu'un de très intéressant aussi, qui fait plein de trucs, qui a beaucoup voyagé avec sa famille. C'est incroyable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, j'ai fait un épisode avec ce monsieur Rachex, David Rachex. Ah, Il y a excellent. un des épisodes au début que j'avais fait, ouais. Il habite maintenant à l'île Maurice. Alors, ce David Rachek, justement, il a réussi à m'embarquer dans ce. Alors, pourquoi il s'est retrouvé en Tunisie? Bon, il a vécu un peu partout, mais il avait lui-même créé une agence immobilière à Montana. Et puis, il en avait un petit peu marre de ce boulot. Il voulait, voilà, il a tout liquidé. Et il en avait un petit peu marre de la Suisse aussi. Parce qu'en fait, la Suisse est très sympathique. Mais elle peut être un petit peu chiante, si j'ose dire. Je sais pas si je peux le Lent. dire. Ah, c'est un peu lent, c'est un peu Ouais. boring, quoi. Beaucoup d'administration. Ouais. Alors, c'est très sûr. Et les gens qui font de l'immobilier aiment beaucoup la Suisse parce que c'est un pays qui est très sûr. D'ailleurs, j'ai un de mes meilleurs clients aussi qui m'a dit un jour que je l'ai essayé de l'embarquer sur un projet à l'étranger. Puis il me dit, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai gagné de l'argent qu'en Suisse. Partout ailleurs, je ne fais que perdre. Donc, mais ce David m'a embarqué. Donc lui, il a décidé de partir avec sa famille vivre en Tunisie, parce qu'il adorait ce côté un petit peu plus libre, moins contraignant, moins de police partout qui contrôle de ce qu'on fait, enfin bref. Et puis, c'est vrai qu'il faut quand même dire que le cadre, peut-être on pourra en parler un petit peu plus en détail plus tard, mais le cadre législatif en Suisse, il devient très très lourd, surtout en matière Ouais, il est compliqué. En matière immobilière, c'est compliqué. Ouais. Terrible, Ouais. terrible, terrible. Il y a de quoi vraiment décourager les gens et ça, c'est vraiment dommage. Parce que pour moi, la Suisse est un petit pays, on a tout à disposition. On a des moyens, on a les compétences, on a des cerveaux. On devrait être à la pointe de la pointe de la pointe de tout ce qui se fait au monde. Et je trouve qu'on a tellement de retard dans beaucoup de domaines. On est en train de s'enliser dans de l'administratif à n'en plus finir. Même au niveau éducation, je trouve qu'on a tellement de retard. Quoi, j'ai l'impression qu'on apprend les langues comme on apprenait nous quand on était petits. Alors que dans beaucoup de pays, les classes sont déjà bilingues, trilingues. Enfin, voilà. Bref, je trouve qu'on pourrait être un petit peu un petit peu meilleur. Bon, bref, je reviens sur David qui part en Tunisie pour ces raisons-là. Il passe une année, 2 ans, 3 ans, il fait un petit peu d'immobilier, puis tout d'un coup, il fait aussi une belle rencontre là-bas, un Tunisien qui était propriétaire d'un domaine agricole dans le sud de Tunis, vers le Cap Bon, pour ceux qui connaissent la Tunisie. C'est un endroit qui s'appelle Zengo. Et puis c'était un terrain vierge, quoi. Enfin, il y avait plein de buissons, d'arbres, mais il n'y avait rien, quoi, en fait. Et là est venue l'idée de créer un domaine agricole. Parce que la Tunisie est un terrain fertile pour l'agriculture et pour les vignes. Il ne faut pas oublier que Tunis, historiquement, Carthage,
La ville de Carthage, c'était le cellier de Rome. Donc, ils ont des vignobles qui ont plus de 2000 ans. Ils avaient voilà, c'était vraiment le cellier de Rome. Donc, ils avaient toutes les compétences et la terre pour faire du bon vin. Après, ça s'est un petit peu perdu. Ils n'avaient pas des vins extraordinaires. Quand je vivais là-bas, c'était début des années 2000. Il y avait 1 ou 2 bouteilles de vin potable. Le reste, c'était pas terrible. Et aujourd'hui, il y a tout plein de caves qui se sont créées. Et ils commencent à avoir vraiment du bon vin. Mais bon, donc on a décidé de faire ce domaine agricole. Parti de zéro, on a tout défriché, on a irrigué, on a planté. Aujourd'hui, on a 25-30 hectares de vignes, d'amandiers, il y a aussi différents fruits, les grenades, des figues de Barbarie, etc. Donc je trouvais assez intéressant d'aussi investir dans un projet un peu différent de l'immobilier. Mais de nouveau, c'est parti d'une rencontre. Et souvent, les projets sont nés de rencontres ou de circonstances particulières. Surtout dans l'immobilier. Surtout dans l'immobilier, c'est vrai. Mais voilà, moi je pense que j'ai eu de la chance. C'est sûr, je suis conscient de ça. J'ai fait des belles rencontres. Mais je pense que j'ai jamais été drivé par l'argent. Et ça, c'est un truc très important. Parce que je pense que les clients que j'ai rencontrés, ils ont toujours senti que je n'étais pas intéressé par l'argent. C'est pas ça qui me motivait. Et du coup, ça les met en confiance. Et du coup, ils se sentent bien d'investir avec toi, quoi. Parce qu'en fait, tu leur fais comprendre que ta vie, elle dépend pas d'eux. Puis s'ils veulent investir, ils le font. Sinon, bah, tant pis, quoi, qu'ils passent leur chemin. Je reviens sur ce que je disais avant, c'est que je n'ai jamais rappelé personne que je ne suis pas un bon vendeur. Je ne suis pas un vendeur agressif. Et ça, je pense, ça a contribué au fait que ça a plutôt bien fonctionné. Peut-être ça se ressent bien aussi en résidence secondaire, parce que les gens, ils sont là un peu en vacances, quoi. Donc, ils ne sont pas là pour se faire... Ouais, exactement. Ils sont pas là pour se prendre la tête et puis voilà, se poser 1 million de questions. Et d'ailleurs, souvent, je dis, moi, le truc que je préfère dire à un client, c'est « Ah, achetez pas. Laissez tomber. Achetez pas parce que je vois que vous n'êtes pas sûr, je vois que ça vous donne des soucis. Je lui dis une résidence secondaire, un chalet, un appart, ça doit être du plaisir. Si ça commence à vous prendre la tête, laissez tomber. » Puis alors, c'est comme des enfants en fait. Plus tu leur dis ça, plus ils veulent acheter. Ouais, non, mais une fois, un client, je te jure, ça c'est vrai, un client anglais, non, pas vrai, il n'est pas anglais, il est portugais, mais il a acheté le chalet d'un anglais. Je lui ai dit, n'achète pas ce chalet. Vraiment, l'accès est compliqué, tu vas t'emmerder. Le chalet est beau, mais je lui disais, n'achète pas ce chalet. Plus je lui disais ça, plus il l'a voulu. Il a fini par l'acheter. Je lui ai dit, mais tu me reviendras jamais me voir pour dire que l'accès, il est pas bon. Hein. Ouais. Je t'ai dit 100 fois de pas le prendre et tu le prends quand même. Bon, bah voilà. Il est revenu ou pas? Oui. Non, il a jamais osé me dire que l'accès était compliqué. Mais... Ah bon, ça va, ça. Voilà. Dans les projets, en dehors du courtage, du coup, tu fais... c'est quoi comme projet principalement? Alors, de nouveau, les rencontres. Là, franchement, j'ai une super relation avec un architecte de Nanda que tu connais, Jean-Daniel Masseret. Avec qui j'ai fait un épisode d'ailleurs aussi. Ah bon, excellent. MJD. Ça va être très intéressant. Oui, très intéressant. Écoute, c'est quelqu'un d'aussi passionnant, passionnant et passionné. Et il est un peu... On s'est trouvé parce qu'on a un peu les mêmes... c'est pas l'argent qui nous motive, c'est les projets. Et on est les deux, on a cette envie de faire que notre région progresse et se développe. Et du coup, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et là, on est maintenant sur des projets hôteliers. Alors, il faut savoir quand même que faire un hôtel à la montagne, il faut être un peu fou parce que c'est quand même très compliqué. Très dur de rentabiliser ça. C'est quasiment impossible à rentabiliser. C'est vraiment très compliqué en raison de la forte saisonnalité. Voilà, l'hiver c'est plein, entre saisons il y a peu de monde, l'été il y a un peu de monde, et au niveau du personnel aussi, pour avoir du bon personnel, il faut y avoir du personnel à l'année. Et puis c'est compliqué de garder tout le monde à l'année alors que tu bosses 6 mois par année. Ouais, c'est clair. Donc c'est compliqué, mais nous, voilà, bon, il y a l'Alex Weber qui est entré en vigueur, que tu connais à partir de 2012, donc plus de résidence secondaire possible. Mais nous, on va pas s'arrêter de bosser, on va faire des choses. Mm-hmm. Et puis on sait que pour Nanda en particulier, l'hôtellerie est très importante parce qu'on n'a quasiment pas d'hôtel. On a un hôtel que Jean-Daniel a construit d'ailleurs en 2006, l'hôtel Nanda à Quatre-Vallées. Ouais. Et on est passé en fait de quasiment 0 hôtel à un hôtel 4 étoiles plus. Il manque un peu
la partie intermédiaire qu'on est en train de réaliser, là, on a ouvert un premier hôtel en décembre dernier, le Mad Mount. Et là, on est en train de construire le deuxième hôtel qui va ouvrir, Inch'Allah, si tout va bien, on croise les doigts, en décembre cette année. Là, un concept de... Alors ça fait quand même 10 ans que je suis dessus. C'est une propriété assez exceptionnelle à Nanda, en bordure de station à 800 mètres du centre, mais 15 000 mètres de terrain en bordure de forêt, assez exceptionnel. Et la première fois que j'ai visité cette propriété, j'ai vu ce projet. Et là, aujourd'hui, je suis fier et très heureux et vraiment tout excité à l'idée de le voir sortir de terre. C'était un long processus, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'administratif pour arriver là, mais aujourd'hui on y est et c'est en train de prendre vie, prendre forme. Alors j'aurais jamais pu le faire seul évidemment, mais c'est de nouveau grâce à des partenaires extraordinaires que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce projet. Ouais. Notez quand même que bon là c'était post Lex Weber quand même pour ce projet-là. Oui. Mais c'est vrai que j'avais discuté avec Jean-Daniel des Quatre Vallées et j'ai trouvé assez remarquable que lui, quand il a fait ça, il n'avait pas du tout besoin c'est exactement, je te rejoins dans ce que tu dis, il n'avait pas du tout besoin de faire un hôtel. Il n'était pas du tout obligé de faire ça. Donc il aurait pu faire que des résidences secondaires, se gaver bien plus que ce qu'il a fait. Et parce qu'au final, c'est pas rentable de faire un hôtel à la montagne, en tout cas, pas ce qu'il a fait, quoi. Donc c'est compliqué. Et voilà. Donc effectivement, c'est plus drivé par apporter quelque chose à la station, ce que Zermatt a très bien réussi à faire aussi. Il faut savoir que les projets qui sont réalisés à la montagne à l'époque, comme Mer de Glace par exemple, la para-hôtellerie, enfin la résidence secondaire qui entoure l'hôtel permet de financer l'hôtel. Parce que comme tu dis, l'hôtel est difficilement rentable. Souvent tu perds de l'argent sur l'hôtel, mais tu gagnes sur les résidences secondaires qui permettent de financer l'hôtel. Et là, c'est pas seulement d'un hôtel dont on parle, c'est aussi d'un spa de 2000 mètres carrés. Ouais. Et c'est vrai que les mauvaises langues, pendant tout le long de la construction, moi, ça me rendait fou. Parce que je connais tellement Jean-Daniel, je connaissais tellement le projet dans lequel j'ai participé aussi, j'ai beaucoup vendu. Mais j'entendais certaines mauvaises langues, peut-être beaucoup de jalousie, de frustration de certaines personnes qui disaient « De toute façon, il fera jamais l'hôtel. De toute façon, il fera jamais les bains. » Et puis moi, je leur dis, mais vous allez voir, ça va se faire. Et tout s'est fait et vraiment fantastique, quoi. Et je me rappelle souvent, on discutait ensemble de ça avec Jean-Daniel, puis on se disait, un jour, on boira une bière au bar de l'hôtel. Ça va être fantastique. Et le jour-là, il est arrivé. Et un jour, on s'est retrouvés au bar de l'hôtel. Énorme. Avec une bière. On s'est dit, t'as vu? Je t'avais dit. Incroyable. C'est fabuleux, ouais. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent, l'hôtel est aussi dans un terrain, un talus pas possible. Il y a des murs de soutènement comme j'ai jamais vu. Ouais. C'est compliqué d'un point de vue construction. Ouais. Alors de nouveau, tu vois, un projet comme ça sans une personne comme Jean-Daniel ne se réalisera jamais. Ah bah c'est clair. Parce qu'il faut vraiment du courage. Mais lui, c'est un sportif d'élite et il a cette mentalité de fonceur, de gars positif qui voit toujours le bon côté des choses. Il va toujours de l'avant. Et ça, il ne se laisse pas arrêter par un petit obstacle. Donc vraiment, on a de la chance de l'avoir à Nanda, parce que non seulement il a construit cet hôtel, mais il a aussi fait évoluer le parc immobilier vers le haut de gamme. Ouais, absolument. Parce que c'est vrai, voilà, il ne faut pas se voiler la face. Hein. On ne va pas dire que Nanda, c'est la station la plus belle du monde. Mais c'est pas grave. Hein. On peut avoir la plus belle âme du monde sans avoir le plus beau visage. Et c'est vrai que malheureusement Nanda c'est pas forcément très beau au niveau architecture, on peut pas se mentir, mais là on a quand même amélioré on a hérité tous ces bâtiments des années 60-70 moches, des immenses machins de 50 appartements qu'on aimerait pouvoir détruire aujourd'hui, mais qu'on peut pas parce que là tu as 50 copropriétaires, on peut même pas les mettre d'accord pour rénover la façade ou pour donc c'est compliqué, mais là maintenant tout ce qu'on fait depuis le début des années 2000, c'est quand même des petits bâtiments, beaucoup de vieux bois, de la pierre naturelle sur le toit. Vraiment, ça s'est bien amélioré. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution future du marché des résidences secondaires maintenant que tu l'as vu depuis quelques années parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, la fin de la neige. Où est-ce que ça va aller? C'est souvent l'inquiétude des gens qui achètent en station, c'est ouais mais dans 20 ans, qu'est-ce que je fais s'il n'y a plus de neige et s'il n'y a plus de ski?
Alors c'est vrai que c'est une question qui devient de plus en plus récurrente chez nos clients, qui nous disent ouais, alors comment on fait? Il y a bientôt plus de neige. Je pense qu'il y aura plus de neige, on sera plus là depuis un petit moment. Mais après, c'est vrai que les Quatre Vallées, on a quand même une chance extraordinaire, c'est que le domaine il monte jusqu'à 3330 mètres d'altitude. Il est plein nord. Donc le jour où on n'a plus de neige là-haut, il n'y a plus de neige nulle part, hein. Ouais, Donc non, c'est clair. je pense qu'il y a encore un petit moment à profiter du ski. C'est vrai qu'après, pour les stations de moyenne altitude, ça devient un petit peu compliqué, ouais. Ouais. Même les canons à neige, ils n'arrivent plus à produire la neige. Moyenne C'est altitude orientée c'est- sud, c'est chaud maintenant. c'est chaud, ouais. Clair. C'est chaud. Et puis bon, voilà, nous, souvent, on a des clients de la rive droite en début de saison qui viennent en bus pour skier chez nous. Et idem à partir de fin février, ils viennent skier Ouais. chez nous parce que les pistes, elles sont extraordinaires jusqu'au mois de mai, en fait. Souvent, on ferme le domaine, mais tout le domaine, il est impeccable. Ouais. Mais il n'y a plus de clientèle. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ils sont passés au Voilà. foot en avril. Est-ce que. Mais bon, il y a aussi quand même un gros développement sur les activités estivales maintenant dans les stations. De plus en plus, de plus en plus, mais de nouveau, je reviens sur ce que je te disais avant, les embûches administratives, elles sont nombreuses et il y a des projets à Nanda sur lesquels on se bat depuis 20 ans et qui n'avancent pas, comme la réfection du centre de la station, des pistes de descente vélo. On a commencé à parler de pistes de descente vélo il y a 20 ans, en même temps que Verbier. Verbier, aujourd'hui, ils en ont 30, à Nanda, on en a 0. Ouais. Mais bon, petite consolation, elles ont été mises à l'enquête il y a quelques mois en arrière. Bien sûr, il y a eu une dizaine d'oppositions, mais c'est des oppositions de privés parce on s'était mis à table avec le VVF pour être sûr que le projet soit conforme à leurs attentes aussi. Et puis, donc ça devrait aboutir. On espère que l'été prochain, on aura nos premières pistes de vélo à Nanda. D'ailleurs, notre hôtel que nous venons d'ouvrir, là, le Mad Mount, au fond de la piste, on l'a fait labelliser par Hôtellerie Suisse comme un bike hotel. Ok. Donc, on a mis toute l'infrastructure nécessaire pour les bikers. Donc, des portes-vélos, un petit atelier, des outils, un endroit pour sécuriser les vélos, un endroit pour laver les vélos. Et puis, tout bête, hein, mais une corbeille à linge pour qu'ils puissent jeter leur linge sale, puisse être pleine de terre, pas rentrer dans l'hôtel avec des habits tout sales et une machine à laver pour qu'ils puissent laver leur linge. Voilà. Ok, excellent. Ouais, c'est vrai que bon, aujourd'hui, les gens achètent quand même de plus en plus pour. Même ça pourrait devenir la raison principale avant le ski, d'acheter pour les activités estivales plus que pour le ski en station. Alors, je pense que le produit de station de ski, effectivement, chez nous, il était très orienté ski tout le Bien temps. sûr. Mais là, on se rend compte qu'en fait, on a aussi des paysages extraordinaires. À Nanda, c'est le pays des bis, on a des bis, on a plein de choses à valoriser. Et on a encore un potentiel énormissime. Et qui dit réchauffement, dit de plus en plus de gens aiment bien prendre un peu d'altitude l'été, venir un peu au frais. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Je donne une anecdote. En 2001, j'étais en voyage au Canada. J'ai été à Whistler Mountain. J'ai skié en plein mois de juin. Parce que en fait, le glacier il est ouvert toute l'année. Il ferme une semaine par année. J'ai fait du vélo. Mais il y avait un nombre de vélos. Mais ça fait plus de 20 ans, hein. Un nombre de Ouais. vélos incroyable. Et je discute avec un commerçant là-bas. Et il m'explique en fait que à Whistler, déjà à l'époque, il faisait plus de chiffre d'affaires l'été que l'hiver. Incroyable. Alors C'est fou. et on voit bien, par exemple, Verbier, avec leurs 30 pistes de vélo, c'est impressionnant le monde que ça génère. En plus, avec l'avènement des vélos électriques, là, c'est un développement pharaonique, quoi. Ouais, c'est clair. Donc on a beaucoup de choses à faire encore. Pour revenir à l'activité immobilière, vu que tu as fait du courtage, tu fais du courtage encore, tu as fait des promotions que tu fais encore d'ailleurs. C'est quoi ce que tu préfères? Alors, le courtage, j'en fais plus vraiment, pour être honnête. Ouais, on a engagé du staff, une équipe. Moi, alors, tu vois, j'ai toujours été balancé entre ce côté entrepreneur où j'aime bien faire tout seul, qui était aussi une énorme erreur finalement, parce que j'ai bossé trop longtemps seul. Et quand je repense, je me dis, mais comment j'ai fait pour être resté seul aussi longtemps? Parce que maintenant qu'on est une équipe, je vois que ça fonctionne aussi très bien. Et puis que c'est aussi sympa de travailler avec des gens et qu'à plusieurs, on est plus fort. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu vas tout faire mieux seul, mais non, c'est pas vrai, quoi. C'est, à plusieurs, tu es beaucoup plus fort et tu peux aller plus loin et tu peux faire d'autres choses. C'est vrai que là,
Comment expliquer mon seuil de tolérance? Peut-être avec l'âge aussi, je sais pas, ou la fatigue. Je suis un petit peu moins tolérant, un petit peu moins patient qu'à l'époque avec certains clients. Donc, j'ai plus forcément la patience nécessaire. Mais j'ai fait beaucoup d'autres choses, rénovation, des promotions, bah là, de l'hôtellerie. J'ai aussi investi un peu dans l'aviation, dans la viande. Rien à voir, Ah hein. ouais, rien à La voir. viande Rien à voir. séchée. Moi, j'adore la viande séchée, mais bon, je pensais pas un jour investir dans ce domaine. Mais de nouveau, c'est quoi? C'est pas mon choix. Je me suis jamais dit, réveillé un jour, ah bah tiens, je vais investir dans la viande. Mais c'est une rencontre que j'ai faite. Un gars extraordinaire aussi qui m'a motivé à entrer dans ce projet parce que quelqu'un de passionné, avec des connaissances, aussi quelqu'un qui est parti de rien, qui avait cet esprit d'entreprise, fonceur. Et de nouveau, c'est une rencontre qui m'a amené dans ce business-là. C'est aussi, comme je disais avant, c'est intéressant de pouvoir toucher à d'autres choses que l'immobilier, mais l'immobilier, évidemment, reste mon core business. C'est clair. C'est quelle partie que tu préfères dans un projet de développement, sachant que tu as acheté des trucs déjà construits, que tu as rénové, terminé, sachant que tu as déjà parti de zéro. Tu préfères le moment où tu pars de la feuille avec zéro, la feuille blanche zéro et tu commences avec rien, ou bien t'intéresses plutôt à des projets qui sont déjà débutés ou de la rénovation. Moi, ce que je préfère, c'est le bouquet de chantier et puis l'apéro. Plein de chantier. Non, non, Quand les mais problèmes sont réglés. blague mise à part, j'aime bien la feuille blanche. Et puis imaginer la chose. Et puis c'est vrai que ben, dans par exemple, si je prends l'exemple de l'hôtel qu'on développe maintenant, quand je suis arrivé sur cette propriété, c'était en 2006, je me rappelle parfaitement, j'arrive là et je vois ce terrain, je vois ce chalet, puis j'ai les poils qui se sont hérissés. Puis je me suis dit, mais on est à Nanda, je connais Nanda par cœur, et j'avais jamais vu cet endroit. Je me dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vu ce projet, j'ai vu le chalet central avec le petit village de Mazo autour. Et donc, oui, alors j'aime bien cette partie feuille blanche, on imagine le truc, après on le dessine. J'aime beaucoup moins la partie mise à l'enquête, administration, traitement des oppositions. Je m'en suis pris Aucun des développeur aime ça. oppositions, et là, je vais te dire un truc. Là, ça demande du courage, ça demande de l'abnégation, ça demande de la tolérance, ça demande de faire le point dans la poche. Mais j'ai eu 5 oppositions à ce projet d'hôtel. Alors que je construisais 30 à 40% de la densité possible sur ce terrain. Ouais. Donc clairement, je pourrais faire 2 fois plus grand. Je pourrais faire 2 fois plus haut. J'ai voulu faire un truc parfaitement intégré, des petits masos jolis. Là, j'ai 5 opposants et je vais les voir. J'essaie de leur présenter mon projet avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Et là, on me répond: oh non, non, mais moi je m'en fous de ton projet. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire une résidence principale, une piscine, une mare, un jardin, ça m'est complètement égal. Moi, je veux vendre mon chalet. Moi, je veux une place de parc. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Au final, ça m'a coûté 100 000 francs. Ouais, c'est aberrant, 100 hein. 000 C'est francs incroyable. pour lever ces 5 oppositions qui étaient purement De mauvaise foi, quoi. des oppositions de pure chicane, de mauvaise foi. Et ça c'est quand même dur. Parce qu'en plus, quand on sait qu'on va faire un projet qui est important pour la collectivité, sur lequel, alors je dis pas, si tu fais une promotion d'appartement, tu vas gagner des centaines de milliers, beaucoup d'argent, puis que les gens sont jaloux. Mais là, un projet comme celui-là, qui est important pour la destination, sur lequel Pas du tout rentable. qui est pas du tout rentable ou difficilement rentable, c'est un petit peu dur. Ouais, c'est incroyable. Alors ça, c'est les côtés que j'aime beaucoup moins. J'aime le Ouais. projet développement, la partie administrative entre deux, la mise à l'enquête, tout ça, tout va beaucoup trop lentement à mon goût. C'est Ouais. comme, tu me connais un petit peu, hein, on aime bien ce qui va vite, ce qui Ouais, est bien sûr. efficace. Cette partie-là est très longue. Très très longue. Et puis après, il y a la partie construction aussi qui devient un peu compliquée aujourd'hui parce que les entreprises ils ont tendance à prendre beaucoup trop de mandats pour se garantir du travail. Et puis après, alors, il faut un peu à droite, un peu à gauche, un peu ci, un peu là. Puis en fait, c'est difficile à les faire respecter les délais. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est pas ce que je préfère. Mais la partie développement, puis après, quand c'est fini, puis que ça prend vie, là, c'est génial, quoi. Ouais, là, c'est incroyable. C'est génial. Mais ouais, ça en dit long sur. On en revient toujours à la même chose, hein, et de tous les petits épisodes que je fais, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a des promoteurs, c'est le problème, c'est la mise en quête, c'est l'autorisation, c'est l'administration, c'est les services. Un service dit A, l'autre service dit B, le service C dit que A, il a dit faux.
service A dit que si tu fais B, A il est plus d'accord, puis c'est incroyable, quoi. Hmm. Donc tu n'avances pas. Et en plus de ça, ouais, il y a quand même une grosse problématique d'opposition. Et je pense que l'expérience que même moi j'avais vécue de près, hein, cette expérience avec ses opposants, là, ça en dit long sur le fait que le système a quand même ses limites aujourd'hui. Je pense que, bon, je veux dire, Écoute, le droit des opposants en Suisse, il est beaucoup trop important. Je veux dire, j'ai jamais compris pourquoi, à partir du moment où tu as un règlement des constructions qui est clair, que ton projet il ne déroge en rien au règlement des constructions, tu as des oppositions de mauvaise foi, de pure chicane comme celle-là, pourquoi on ne pourrait pas simplement commencer le projet? Si les opposants veulent continuer la procédure, ils continuent. Mais je ne comprends pas pourquoi on reste bloqué là. C'est pas possible. Si on déroge au règlement, ok, il y a un règlement, on déroge au règlement, quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son droit. À partir du moment où il n'y a aucune dérogation, moi je ne pourrais jamais comprendre qu'on puisse rester bloqué 1 année, 2 ans, 3 ans, mais tout le temps qu'on perd, mais pour rien du tout. Parce qu'on sait qu'au final, on va pouvoir le faire. Mais là, tu as perdu 3 ans de ta vie, c'est beaucoup d'argent aussi. Imagine ces projets-là. C'est des capitaux importants bloqués sur des immenses parcelles. Ouais, ils font rien pendant 3 ans. C'est pas gratuit tout ça. Non, c'est sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, un petit peu frustrant. Ouais. Mais bon. Comment est-ce que tu vois l'évolution future du marché immobilier de la résidence secondaire en termes de prix? Parce qu'aujourd'hui, du coup, on peut plus en construire. Donc les stations de ski, on va pas se mentir, mais à part la petite particularité de Vezona qui a failli sortir des clous de la résidence secondaire de l'Alex Weber, avec potentiellement moins de 20% de résidences secondaires du patrimoine bâti, c'est le cas partout. Donc on ne peut plus construire de nouvelles résidences secondaires. On est très très loin de pouvoir en construire des nouvelles. Comment est-ce que tu vois l'évolution future? C'est-à-dire que l'offre, elle est KPI maintenant, et la demande, pas vraiment. Donc, alors ça, c'est très très intéressant comme question. Et puis en fait, ça demande quand même un petit saut en arrière. Parce qu'en 2012, rappelle-toi, quand il y a eu cette initiative, tout le monde pensait que... j'étais tout juste né. Ah ouais, pardon. Je rigole. À l'époque, voilà, tout le monde pensait que ça allait être la fin du monde. Tu vois. Enfin, déjà, les opposants à cette initiative se sont pas mobilisés parce qu'ils étaient sûrs que ça passerait pas. C'est passé par un cheveu. Ouais. Après, j'ai toujours compris le fond. Parce que, alors, surtout que Weber, il mettait des images dans les journaux, là, t'as vu, Servin entouré d'immeubles. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis du coup, les gens, voilà, ils réfléchissent pas plus que tant, et puis voilà, ils voient ces images, puis ils disent, ah ben, bien sûr, je suis contre. Mais en fait, Weber, il a récolté exactement l'inverse de ce qu'il voulait. Et ça, moi, ça m'a vraiment posé un problème. Je te donne un exemple particulier, un exemple précis, pardon. À Nanda, il y a une zone qui s'appelle le Bleuzy, entre Nanda et Sivier, qui est une zone de Mayens. À l'époque, il y avait voilà, des vaches. Rien, quoi. Il n'y avait rien. Et bon, Nanda a quand même eu historiquement un petit problème d'aménagement du territoire, vu que toute la commune était une zone à bâtir. On n'a peut-être pas le meilleur exemple. Ouais. On est en train de corriger tout ça. Hein. D'ailleurs, nos autorités font un excellent travail aujourd'hui, mais pour remettre un peu tout ça en ordre. Mais voilà, bref. Donc, un jour, un promoteur neuchâtelois a acheté beaucoup de terrain là-haut, et puis il est venu me voir, il me dit ouais, je vais construire 17 chalets au Bleuzy. Est-ce que tu veux t'occuper de la vente? Je lui dis non. Il m'a dit quoi? Je lui dis non, merci. Mais tu refuses à vendre de 17 chalets? Je dis oui. Après, il me dit pourquoi? Je dis pas pourquoi, parce que moi, le Bleuzy, c'est un pâturage, c'est la nature, il y a assez avec la station de Nanda ou Sivier où on n'a pas besoin de construire au milieu encore 17 chalets comme on faisait dans les années 80, copier-coller 17 fois moche. Ouais. Et moi, je ne vends pas un projet comme ça parce que c'est pas du tout ça correspond pas du tout à ma personnalité. Alors après, il était allé voir ailleurs, puis il a fait son chemin. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que des zones comme ça, Franz Weber, quand il a fait son initiative, tous les propriétaires terriens, et là, on peut en vouloir à personne, parce que pour certaines personnes, c'est leur seule richesse. Il faut imaginer qu'en Valais, c'est un canton rural, la seule richesse de beaucoup de familles, c'est de la terre. Et moi, j'ai vu des gens pleurer, parce qu'en fait, ils avaient laissé à leurs enfants des terrains, comme ils étaient tout contents de pouvoir transmettre à leurs enfants des terrains, c'était la seule valeur qu'ils avaient, puis du jour au lendemain, le terrain, il ne vaut plus rien. Donc, il ne vaut plus rien. Voilà, quand tu passes de résidence secondaire à résidence principale. Au pire, à rien du tout à cause de la latte. Au pire, à rien du tout à cause de la latte, exactement. Ouais. Mais là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que Franz Weber voulait limiter à 20% les résidences secondaires. Alors, à cause de son initiative, là, qui sur la forme, elle est complètement nulle, nullissime.
C'est un gouffre juridique sans fin, c'est des problèmes, enfin bref. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a précipité un nombre de nouveaux objets sur le marché considérable parce que tout le monde a voulu préserver la valeur de son terrain. Donc c'est humain. Tu dis, ben, moi je vais vite mettre à l'enquête un truc. Ouais. Puis comme tu n'as pas beaucoup de temps, qu'est-ce que tu fais? Tu mets à l'enquête Une merde. une merde. Et puis tu la copie-colle en fonction du nombre de mètres carrés de terrain que tu as. Ouais, c'est clair. 10 fois, 100 fois, un truc nul. Et tu mets à l'enquête. Et avec un peu de bol, tu as juste l'autorisation avant que la Lex Weber entre en force. Et puis du coup, ben, comme tu as tous ces projets dans les mains, et puis bon, la demande, elle n'est pas non plus 15 fois plus importante qu'avant. La demande, elle est ce qu'elle est. Mais tu as beaucoup trop d'objets. Donc, tu n'arrives pas à tout vendre. Et puis, ben, beaucoup de gens, ils ont attendu 1 année, 2 ans, 3 ans. Permis de construire valable 3 ans. Prolonge. Ils prolongent, mais ils ne prolongeaient pas parce qu'il y avait la Lex Weber. Donc, il fallait commencer le truc. Ouais. Donc tu commences, tu fais un petit bout de radier en disant que voilà, bah, si je commence, je préserve mon autorisation de construire. Après, il y a des radiers qui ont traîné 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi, je me rappelle du Bleuzy, là, justement. Je montrais souvent à des clients en exemple. Je disais, regardez, ça, dites merci à Franz Weber pour tous ces radiers, là, ces débuts de machin au milieu de la nature. Sans lui, enfin, sans cette initiative, tu vois, peut-être que cette zone-là, elle aurait peut-être même jamais été construite. Ouais. Ou alors, en tout cas, pas dans ces proportions-là. Donc, en fait, ça a eu un effet contraire total. Et puis à l'époque, on se disait, bon, bah, c'est la fin du monde, il n'y aura plus de boulot, il y aura le chômage à fond, et, les prix vont exploser, parce que comme il n'y aura plus de résidence secondaire, ça va faire x2, x3, x10. Ouais, c'est clair. Puis en fait, ça a eu l'effet exactement inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus d'objets sur le marché, les prix ont eu tendance à diminuer, à se tasser un peu. Puis après, ça a pris quand même, tu vois, l'inertie totale dans ce pays. De l'immobilier, ouais. Avec de l'immobilier en général. Ça fait que ça a mis beaucoup de temps à ce que ce stock de biens s'écoule. D'ailleurs, on est encore en train d'en construire. Ouais. On On est effectivement encore en train d'en construire les derniers, à ma connaissance, à Nanda. Là, on vient de vendre les tout derniers, mais qu'ils ont été commencés avant 2012. Ouais. Mhm. Donc, c'est des projets qu'on a rachetés de personnes qui avaient démarré, mais qui n'ont jamais eu de clients. Puis que, voilà, bah, nous, on s'est dit plutôt que de laisser des radiers là, on reprend ça, on les finit, on fait que. Puis pour la station, c'est quand même pas terrible non plus. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a repris, Jean-Daniel en a parlé tout à l'heure, on a repris aussi 2 bâtiments en plein centre de station qui étaient vides depuis presque 10 ans. Tu peux imaginer, 2 immeubles construits, sans fenêtres, sans toit, en 10 ans au milieu d'une station. C'est quand même de la COP. pas terrible, quoi. Incroyable. Voilà. Ouais, bah d'ailleurs, il y a encore un immeuble plein centre en construction maintenant, qui est exactement dans la même situation. Exactement. Mais là, on arrive au bout. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, ça ne s'est pas passé comme on pensait à l'époque, en 2013-2014, chômage, catastrophe. Mais ça a pris une dizaine d'années pour construire tous ces biens. Et d'ailleurs, toutes les entreprises, tu peux parler avec n'importe quel entrepreneur, artisan, ils ont été complètement surbookés jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Mais c'est maintenant que malheureusement, ça va commencer à corriger. Mm-hmm. Ça va prendre encore 1 année ou 2. Mais je pense déjà l'année prochaine, il y a des gens qui vont commencer à chercher du travail. Il y aura de la rénovation, mais... Il y aura de la rénovation, mais ça ne suffit pas. Les projets hôteliers, des fous comme nous, il n'y en a pas non plus des milliers. Parce que, voilà. Donc, ça va quand même être un petit peu plus compliqué. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un autre problème qui est un peu plus général. Celui-là, c'est que le foncier a pris beaucoup de valeur. Les coûts de la construction, ils ont augmenté d'entre 10 et 20% pour certains matériaux. Et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de peine à sortir des projets, et je ne parle pas que d'hôtellerie, mais par exemple des immeubles de plaine, d'appartements, résidence principale. On a beaucoup de peine à sortir des projets qui font du sens parce que le foncier est beaucoup trop haut, le coût de la construction beaucoup trop haut. Et des fois, quand tu fais un projet et tu le vends en PP au prix du marché, tu finis à 0,0 ou même tu perds un peu d'argent, donc il n'y a plus aucun intérêt. Ça, c'est aussi à cause de la grosse spéculation qu'il y a eu ces dernières années à cause d'intérêts très bas. C'est sûr. Dans le sens où, à partir du moment où l'argent coûte rien, on se permet de faire plus ou moins n'importe quoi. C'est vrai. Et ouais, j'en parlais aussi, j'en parle aussi assez régulièrement, mais il y a beaucoup d'entreprises générales ou d'artisans qui ont eux-mêmes lancé des projets en se disant, bon, ça va me donner du travail, donc je m'en fous, je gagne rien sur la partie immobilière, donc je pète les prix du terrain, je l'achète très très cher, mais j'en ai conscience, mais je m'en fous parce que je fais à la limite bosser méga, quasiment rien, mais je fais bosser méga. Et aujourd'hui, compliqué parce que quand tu as le coût de la construction qui fait plus 15%, plus 20%, plus 30%, et tu as le taux qui passe de 1 à 3, et l'argent commence à coûter, il faut faire le projet. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des projets très certainement qui vont sortir de
de terre. Mhm. Enfin, qui vont surtout devenir intéressants. Ouais, j'ai toujours dit, quand tu as une menace ou quand tu as un obstacle, il donne toujours naissance à une opportunité. Et puis, au lieu de baisser les bras et se dire, bah merde, je vais changer de boulot, ou, bah non, il faut faire un peu des choses différemment. Et on voit maintenant, comme tu disais avant, dans ces stations, beaucoup d'objets ont été construits dans les années 70, 80, 90 et nécessitent de grosses rénovations. Et là, il y a vraiment aussi du potentiel dans le rachat de propriétés existantes parce que plus que la valeur de l'objet, c'est souvent la valeur du fait qu'il existe Ouais, en complètement. résidence secondaire. Ouais. Et que tu peux, alors, avec les lois Weber, tu peux l'augmenter de 30%, surface habitable. Donc, il y a du potentiel. Après, ce qui est compliqué, c'est 30%, c'est de loin pas assez. Pour moi, c'est nul, quoi. C'est où tu peux rénover un objet qui existe et tu vois, on a toujours ce problème de densité dans la construction. Et la densité, c'est la plus triste invention qui a jamais existé. Parce qu'en fait, non, mais regarde, C'est vrai. les problèmes des constructions illicites de Verbier, Ouais. on est en plein dedans. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un chalet, il ait 3 niveaux de sous-sol avec une piscine, un spa ou un... Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a aucun impact sur le territoire. Ça fait bosser les entreprises du coin. Ça dérange aucun voisin, personne. La problématique du droit des constructions, c'est cette histoire de densité, c'est complètement nul. Ce qu'il faut faire, c'est des gabarits, des hauteurs, des volumes, des distances aux limites. Point barre. Et Ouais. après, densifier l'existant. Mais nous, bah, tu vois, typiquement, à Nanda, on avait des zones 5%. Et puis, il fallait minimum 2000 mètres carrés pour pouvoir faire quelque chose. Bah, sinon, tu peux rien faire. Ouais. Alors, tu vois, la consommation du terrain inutile. Quoi. Ah ouais, c'est ridicule. Ouais. Ouais. D'ailleurs, dans les zones centre, maintenant, c'est comme ça. Mais effectivement, il aurait fallu faire ça partout. Ouais. Mais bon. Mais voilà, c'est des opportunités quand même. Il y en a. Tu vois, bah là, on fait des hôtels parce qu'on peut pas faire autre chose, mais aussi parce c'est intéressant, c'est génial. Et puis on en a besoin. Donc, on sait que là, on répond vraiment à un besoin, même si on va pas gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est aussi un point que j'ai toujours aimé souligner. C'est, en tout cas, moi, ma philosophie, ça a toujours été la même. C'est que j'ai toujours préféré travailler sur des projets qui m'intéressent, qui sont bien pour la région, ou travailler avec des gens. Et avec des gens que tu aimes bien, que tu apprécies, avec qui tu as du plaisir à partager des moments, à manger un truc, à boire un verre, à partager des idées, mais que tu vas peut-être gagner moins d'argent, mais tu bosses avec des gens que tu aimes bien. Ouais. À contrario, tu pourrais faire des projets beaucoup plus rentables, mais avec pas des cons, mais des gens avec qui tu n'as aucune affinité. Et puis Ouais, c'est clair. Mais quand tu n'es pas drivé par le pognon, bah tu t'orientes plutôt vers des projets qui vont t'amener de la satisfaction ou avec des belles rencontres, des gens que tu as du plaisir à voir, et ça, c'est cool, quoi. Ça filtre assez facilement. Hein. Ça filtre assez facilement. Est-ce que tu as une anecdote ou bien un truc que tu voulais rajouter sur je sais pas, le marché, ton expérience de courtage hormis cette première vente, l'expérience d'une promotion, client particulièrement Ouh, attention, alors là, oui, j'en ai quelques-uns. Mais bon, voilà. Non, alors, particulièrement post-Covid. Moi, je pense que les gens ont tourné la boule. Non, mais depuis le Covid, mais j'ai jamais vu des trucs pareils. Donc, après le Covid, on a eu des gens, les clients les plus compliqués qu'on a jamais eu de notre vie. Ouais. Et j'ai dit à un de mes clients, dans mon bureau, les yeux dans les yeux, j'ai dit, mon cher ami, tu viens de monter, je le tutoie. J'ai dit, tu viens de monter sur le podium. Il m'a dit, mais quel podium? Il dit, podium des clients les plus chiants que j'ai jamais eu de ma vie. Ah bon, mais pourquoi? J'ai dit, bah bon, pourquoi? Tu veux que je t'explique vraiment? Et tu vois, moi, je suis pas dans cette... Moi, j'aime pas m'embêter. Puis surtout, c'est souvent tellement des conneries, quoi. Une petite marque contre un mur. Tu dis, mais il n'y a pas d'autre souci dans la vie qu'une petite marque contre un mur. Il y a des gamins qui crèvent de faim. Tu as la chance pour acheter un appartement comme ça, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes pour une petite marque contre un mur? Qu'on voit même pas au microscope. Ouais. Donc, tu vois, Et moi, j'aime pas m'embêter. Et souvent, ce que j'ai fait avec le client, je lui ai dit, écoute, nous, on te rachète l'appartement. Au prix que tu as payé, on discute pas. T'es pas content, on te le reprend. Puis là, bien sûr qu'ils ne veulent jamais te le revendre. Ils veulent plus, ouais. Non. Ils veulent finir, Alors, mais avec leurs conditions. Tu penses quoi d'ailleurs de la promotion? Tu construis, tu termines et tu vends après. À la place de vendre sur plan. Alors, c'est presque trop tard. Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Mais au jour d'aujourd'hui, à revenir en arrière, plus jamais je vends sur plan. Plus jamais je vends sur plan.
Parce que tous les clients, c'est des docteurs en immobilier. C'est des docteurs en design d'intérieur. Ils savent tout mieux que tout le monde. Non, mais c'est sérieux. Ah, c'est grave. Je te promets. Et quand tu regardes certains résultats, tu dis, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas possible de faire un truc aussi moche. J'ai vu des trucs très moches. Mais très moches. Alors que si, en fait, tu fais tout le bâtiment toi-même, tu choisis tous les artisans, tous les matériaux, tu fais comme tu penses, alors tu gagnes 3 fois mieux ta vie, tu t'emmerdes 15 fois moins, et le résultat, il est mieux. Et le client, je pense qu'il est plus satisfait à la fin. Et après, s'il veut tout péter dedans et tout refaire à son goût, il le fait. Ouais. Mais voilà, t'as pas à discuter de tous les détails et des trucs, voilà. En plus, nous, on est vraiment des gens de très très bonne facture et on est très cool et trop cool peut-être. Et c'est ça le problème. Ouais. Tu vois, c'est un client qui dit, moi, je veux ma salle de bain un poil plus grand. Tu crois qu'on va chiffrer la plus-value, mais on s'en fout. On dit, mais oui, on te l'a fait comme ça, on te fait ci, on te fait ça. Mais quand t'es comme ça, le client a tendance à un petit peu abuser, tu vois. Ouais. Et puis voilà. Mais tu lui donnes ça, il prend ça. C'est ça. Mais je trouve quand même que post-Covid, il s'est passé un truc. Je pense que l'humanité a tourné la boule. Marre de pouvoir se plaindre vers personne. Ouais, il voyait personne, du coup. Ils sont sortis de chez eux, là. Ils se disaient, purée, c'est bon, je vais emmerder tout le monde. Le premier que je croise, je l'astique. Ouais. Non, c'est... Voilà, mais après des anecdotes, j'en ai tellement, parce que voilà, j'ai quand même fait beaucoup de choses à ce jour. Et puis, non, mais c'est que du bonheur, quoi. Le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui est motivé à partir dans l'immobilier. Tu sais, moi, voilà, peut-être une anecdote. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai annoncé à mon entourage. J'ai dit, bah allez, je vais partir dans l'immobilier. Et on m'a dit, mais t'es cassé, il y a déjà 10 agences à Nanda. J'ai dit, bah quoi, je serai la 11e. Bah, tu vois, aujourd'hui, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait 10 ans plus tôt. Ouais, c'est clair. Mais donc, laissez-vous pas décourager par les gens qui parlent autour de vous. Souvent, ce que tu penses, c'est la bonne idée. Et puis, tu as tendance à changer d'avis en écoutant les autres. Mais voilà, tu parles à 10 personnes différentes, il y a 10 avis différents. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Pas du tout fait ce que tu veux faire. Exactement, qui n'ont même pas compris ce que tu as dans ta tête. Et franchement, si tu es motivé, il faut y aller. Il faut croire en soi, il faut avoir confiance en soi. Et les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. Magnifique. Après, il y a la chance du débutant aussi, mais il y a les rencontres, il y a toujours moyen de... Les associations, je les trouve intéressantes aussi. Ah, mais dans l'immobilier, il y en a beaucoup. Ouais. Mais pas forcément obligé de faire qu'engager du monde autour de toi, mais t'associer à un architecte, à faire un projet avec une personne, avec une autre. Il y a toujours du bon à prendre partout et des idées. Il y a plein de choses à apprendre des autres personnes et les associations, je trouve toujours intéressant parce que tu amènes chacun ta pierre à l'édifice et au final, l'édifice, il est encore plus beau. C'est clair. Et si en plus ces gens-là, tu les aimes bien, tu les apprécies, tu passes du bon temps, mais qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. J'ai un courtier d'ailleurs que j'aime beaucoup, extrêmement compétent dans le Chablais vaudois, qui m'avait dit, parce qu'il parlait de commissionnement pour un arrangement, une association, enfin bref. Et il m'avait dit, si tu sais pas diviser, tu sais pas multiplier. Pas faux, excellent. C'est juste. Bon, magnifique. Merci infiniment pour le partage en tout cas. Merci à toi, Edouard. C'est un peu particulier, mais ça m'a fait très plaisir de faire cet exercice avec toi. Et tant mieux. Et bravo à toi surtout pour tout ce que tu fais. Hein. C'est extraordinaire. Ouais. Félicite. Merci beaucoup. Et puis, j'ai hâte de la suite. Très bien. À plus. Merci.